Henri Giffard, il est représentant de commerce en papier peint. Il a créé cette boîte de papier peint, et puis un jour il l'a vendu à des plus jeunes directeurs, et puis il a voulu continuer le boulot et faire le représentant de commerce avec ce papier peint. Et puis un jour, dans cette boîte, est engagée une jeune femme, interprétée par Zita Enro, Clémence Alfaro, et qui est engagée parce qu'il faut du personnel, mais peu à peu, elle se rend compte qu'elle est engagée pour pousser cet Henri Giffard vers la sortie. On peut discuter. C'est non. Et ils le savent très bien. Ils ne peuvent rien contre moi. Mais c'est minable de servir de vous. Non mais... Je comprends pas qu'on puisse même pas en discuter. Oh, vous allez me lâcher avec ça, oui ou merde? Parce qu'il a un certain âge, parce qu'il travaille à l'ancienne, parce qu'il faut arriver à le convaincre de démissionner, parce que sinon un licenciement va coûter trop cher à la boîte. Et donc elle casse tellement, qu'elle a une famille fragile, enfin je veux dire une sœur difficile, etc. Elle a besoin de ce travail, elle est ravie d'avoir ce travail, sauf que quand elle voit la nature de sa mission, ça va être compliqué. On a un gros problème avec Giffard. Oui, vous vous rendez compte qu'il a toutes ses annuités, mais qu'il s'accroche. Petite retraite tout en douceur. Il arrivera à me le convaincre, hein? Tu le connais bien, toi, Giffard? Spécial. Très spécial. Et de ces deux confrontations-là, de ces deux oppositions, de ces deux intérêts-là, va naître une relation qui va peu à peu s'intéresser comme ça l'un à l'autre et s'enrichir l'un l'autre et devenir une relation, comment dire, complices, et puis surtout qui vont se transformer l'un l'autre, et ils vont se rendre compte l'un et l'autre par effet comme ça de sympathie, de chimie, qu'ils ont des choses à se dire, qu'ils ont des choses à partager avec cette différence d'âge, avec tout ça. Et voilà le pitch du film. C'est-à-dire qui nous sommes vraiment, quelle est notre éthique, nos rêves, nos désirs, et comment ils se confrontent à des mécaniques, des métastructures, des mécaniques plus grandes que nous, qui fait que ça devient en opposition. Et c'est vraiment le cas des deux personnages, encore plus celui de Zita, Enro, Clémence, qui se retrouve vraiment pris entre le marteau et l'enclume et qui pose sans arrêt la question de la conscience individuelle. Elle fait vraiment quelque chose que sa moralité réprouve intérieurement, on le sent tout le temps. Et voilà, ça interroge en fait le point de limite jusqu'auquel elle va craquer en se disant: est-ce que je fais quelque chose que je n'ai pas envie de faire pour servir la métastructure de l'entreprise, etc. Donc ça travaille sur la conscience individuelle, la prise de... L'éthique. En même temps, le monde du travail, je ne sais pas comment dire, il est partout dans tous les films. Enfin, en tout cas, moi, il y a des films, des fois, où je suis circonspect parce que je vois des gens agir, réagir, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait comme travail? On est déterminé par son travail, on est déterminé par sa famille, on est déterminé par tout ça. Donc le monde du travail, c'est, je dirais, l'arène principale dans laquelle se déploie le récit. Mais il y a également des tas de thématiques derrière, des thématiques individuelles. C'est-à-dire, qui sont les gens dans le contexte du travail? Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me fascine. Et comment nos rêves individuels se percutent, se heurtent aux impossibilités qu'on leur fait de se déployer. Vous parliez du Bleu de Ville, le premier film, de Stéphane, cette contractuelle qui rêvait d'être chanteuse, elle est contractuelle, elle avait un rêve. Là, Clémence Alfaro, elle n'a pas spécialement de rêve, elle est soumise à la volonté de sa mère, elle est le pilier de sa famille. Et tout le chemin du film, c'est de revenir à ses origines, de se reconnecter avec elle-même. Alors je sais que dans le film, il y a la thématique de la retraite. Enfin, c'est pas vraiment la thématique de la retraite, mais c'est vrai que c'est les hasards du calendrier, il y a ce vieux VRP qu'on pousse vers la retraite. C'est pas un film sur la retraite, c'est vraiment
plutôt un film sur le sens du travail. Et d'ailleurs, l'auteur du roman, Thierry Bestingel, et vraiment dont je recommande beaucoup la lecture, est un ancien DRH d'Orange, comme quoi la mise en abîme du film est très drôle. Et il a notamment écrit 3 livres vraiment qui sont partis en fait de la période où il y a eu la vague de suicides chez Orange. Donc son premier livre, c'était Retour aux mots sauvages, que j'avais lu, qui m'avait vraiment intéressée. Après, il y a eu Île déserte, et son troisième qui est sorti en fin d'année dernière, qui s'appelle Dernier travail, qui est un peu voilà, une mise en perspective même de Île déserte, là, le livre que j'ai adapté. Donc voilà, il y a cette thématique du travail dans son écriture qui me fascine. Enfin, le biais classique de prendre cette histoire, c'est en effet d'être dans des espèces d'archétypes, le vieux ronchon qui ne veut pas partir, la jeune ambitieuse, voilà, hop, ça se confronte. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'un seul coup, 2 personnes, en dehors de leur fonction d'entreprise, qui d'un seul coup se rencontrent d'individu à individu. Et donc, il y a comme ça une première partie du film qui se déploie autour de ça. D'où son incapacité d'ailleurs de sortir ses dossiers pour dire oh, vas-y, casse-toi, c'est ce qu'on m'a demandé. Elle en est incapable parce que cet homme, voilà, il y a une rencontre éthique, une rencontre invisible mais profonde entre ces 2 individus. La scène du vin, pour moi, voilà. Synthétise ça, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent à un endroit de poésie, un endroit voilà, de curiosité, un endroit immatériel d'humain à humain. Et du coup, c'est bien après qu'elle est elle-même prise dans la mécanique de harcèlement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est harcelé qui va harceler. Il y a aussi cette thématique dans le film. Cette espèce de chaîne alimentaire, voilà, soit elle est mangée, soit elle mange. Et qu'est-ce qu'elle va faire avec cette double injonction? Et au milieu de ça, notre pauvre Henri Giffard, qui s'arc-boute, qui coûte que coûte résiste parce qu'on lui dit pas voilà, on lui dit rien. Il a une haute opinion de sa liberté, une haute opinion de sa dignité. Et de son métier, bien sûr, mais voilà, qu'il exerce avec éthique et dignité. Et voilà, et du coup, il y a comme ça un rejet, et il est d'autant plus évidemment saisi qu'il avait cru reconnaître dans cette jeune femme quelqu'un qui pouvait potentiellement fonctionner différemment voilà, de cette modernité agressive et marchande, et il va être d'autant plus déçu. Donc après, évidemment, le film est un peu moins de comédie, il y a quelque chose de plus sur le plus dramatique, de plus âpre. Mais il va falloir voilà, qu'ils traversent ce chemin qui va les emmener vraiment dans leur dernier retranchement pour arriver à ce point de bascule de la révolte, en fait. C'était un défi. Ah, c'est pas un défi, c'est surtout très... Avant même de lire le scénario, je savais que c'était un voyageur de commerce en papier peint, et rien que ça m'a direct excité. Parce que je me suis dit, pour 2 raisons. D'abord, parce que je me dis, bon, ça m'intéresse, moi, toujours de rentrer dans un métier, dans ce qu'on va apprendre de ce métier, que dans une fiction, il y ait du documentaire, on va apprendre des choses sur sa vie, comment il fait, comment il vend, comment il voyage, enfin des choses voilà, particulières, moi j'adore ça. Et sur un autre point, ça m'a rappelé des choses d'enfance, parce que mes parents sont commerçants, enfin étaient commerçants, et que les voyageurs de commerce, j'en voyais défiler toute mon enfance et plus, et toutes les semaines, et venir séduire ma mère ou mon père pour vendre évidemment, et repartir avec des carnets de commandes et avec des croix et dans les cases et des chiffres. Et ça m'a amusé de ces gens-là que j'appréciais moyennement parce qu'ils me piquaient ma mère pendant les mercredis après-midi. Et ça m'a amusé déjà. C'est anecdotique, mais
Mais en même temps, ça m'a donné de l'appétence, de l'envie, voilà. Bon, là, et ça m'amuse, ces scènes dans le film où il vient présenter tous ces... qui se balade avec ses 2 grosses valises d'échantillons, et puis qu'il en parle avec passion, avec envie, et puis qu'il essaie de la matière, presque l'odeur du papier peint. Tout ça m'amuse beaucoup. Et c'est drôle. Quand on sait après comment c'est difficile pour les gens, ça aussi c'est anecdotique. Mais enfin, un film, il est fait d'anecdotes qui ensuite, s'élargissent vers l'universel. Mais enfin bon, les gens qui choisissent du papier peint sur un échantillon grand comme ça et qui se disent, après, ils choisissent. Et puis après, ça va envahir tous les murs et dire, je sais pas si on a bien fait. Ça me fait rire. Parce qu'on est tous confrontés à ça. Et où j'en étais, parce que là je suis parti un peu loin, voilà. Et puis à côté de cette espèce de corps, de lassitude, de pesanteur, d'une certaine fatigue, en même temps, ce côté solaire avec ce goût pour Rimbaud, cette partie secrète qu'il a, et je sais pas si je lui ai donné. Il y avait dans l'écriture la possibilité de faire ça, quoi, le côté à la fois artisan comme ça, commerçant, je veux dire concret, et puis ces échappées un peu, voilà. Pardon ? Plus lyrique. Voilà, plus lyrique, ouais, c'est ça, ouais, plus lointaine, plus à lui, quoi. Il a les côtés même soupolés, un peu obstinés comme ça, un peu même acariâtres par moments. Un peu. Et c'est drôle quand vous me parlez de cette scène dans les toilettes de cette autoroute-là, de cette station-service, ça m'a fait tout de suite un effet de dresser les cheveux sur la tête, parce que c'est une scène qui est très, pour moi, qui reste très émouvante, parce que il est là en train de faire sa toilette dans le machin, entre 2 villes, il dort très peu parce qu'on lui a donné des missions épouvantables à faire dans tous les sens, dans tous les coins, des centaines de kilomètres, pour l'épuiser en fait. Voilà, ça c'est typiquement un cas de harcèlement là encore. Et puis ce jeune homme sort des toilettes et voit son ancien patron en liquette, quoi, enfin en petit Marcel, en train de et lui, il veut quand même... il est un peu gêné de ça. Enfin, voilà, bon, c'est dans le film, il ne va pas raconter tout ça, mais ça c'est une scène qui est vraiment... comment il tente de garder cette dignité en petit Marcel et d'avoir un sourire un peu commercial qui dissimule mal que c'est pas le bon moment et le bon espace pour cette rencontre inopinée. Et en même temps, ce jeune, il est pas là en train de... Mais il raconte qu'il il est passé à autre chose, à des entreprises avec le net et tout ça. Il le met en miroir, en fait, hein, de sa façon de travailler. Voilà, c'est 2 générations. Et c'est avec le fils, c'est pareil. C'est une scène. Et c'est une scène, c'est tout. Mais il se raconte... Et c'est ça la force du film, et je trouve c'est aussi son dialogue, cette rareté de la phrase, et aussi du montage où on est aussi sur celui qui écoute, c'est pas sur seulement celui qui parle. Et il y a de l'espace pour imaginer le désarroi, pour imaginer toutes ces choses de l'être humain, de l'âme humaine, à des moments où c'est en déséquilibre. Et juste pour rebondir sur le côté bizarre, Henri Giffard qui est bizarre, etc. C'est vrai qu'il y a 2 personnes en fait qui paraissent finalement les plus saines et les plus normales. Enfin, j'aime pas trop ce mot, mais enfin les plus centrées. C'est vraiment Clémence Alfaro et Henri Giffard. Et la folie est totalement autour d'eux. C'est-à-dire que le bureau est un théâtre pour moi. Je ne suis pas dans une imagerie naturaliste, etc. C'est vraiment des clowns. J'ai beaucoup travaillé sur les musiques de Nino Rota, etc., sur la bande musicale. Et voilà, il y a quelque chose autour de ça. C'est presque des archétypes.
Le monde est fou et il y a 2 personnes dont on dit qu'elles sont folles, en tout cas lui on lui dit qu'il n'est pas du tout fou. Et on a une explication dans la scène des grottes, c'est oui, un jour je me suis arrêtée sous la pluie devant la tombe de Rimbaud, tout le monde m'a attendu, les petits jeunes en formation, et depuis je sais que ça cause dans mon dos. Donc en fait on a l'explication bien après, c'est à partir de là que le bad buzz est parti sur Giffard. En fait, c'est quoi ce mec qui d'un seul coup, va faire attendre des petits jeunes en formation VRP pour être droit sous la pluie en train de rendre hommage à Rimbaud. Donc là, c'est pas possible. C'est 2 choses qui, donc, il est très très bizarre. Et voilà, le bad buzz est... Donc tout le monde le dit, on sait pas vraiment. Et puis il est pas du tout bizarre. Et c'est de jouer aussi avec leur chant et de jouer avec l'ironie dramatique avec les spectateurs, parce qu'on l'annonce, il est très très bizarre, il est pas du tout bizarre, enfin, il est original, il est en effet, il a ses méthodes à lui. Bon, il n'est pas si spécial que ça, il est profondément attachant, libre. J'ai cru à un moment que vous étiez différente. Finalement, je me suis trompé. Vous m'avez déçu. Faites-le bosser, crevez-le, qu'il n'en puisse plus. Je sais que vous pouvez y arriver. Je le sais. Vous voulez rester dans la boîte, oui ou non?